Bonjour à tous, c'est bon, on est live. Merci à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent pour ce webinaire. Je suis très heureux de présenter ce webinaire sur la thématique des nouveaux élus et de la prise de poste, des démarches essentielles, des premières réunions, de tout ce qu'il y a à faire quand on démarre un CSE. Pour ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagné donc de Raphaël Daguenet, qui est trésorier au CSE d'Algolia, donc il va pouvoir nous partager un petit peu son expérience. Et donc ça va nous être vraiment très 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 utile. On a Julie Ramillon, qui est une habituée des webinaires Lito, directrice de 3 conseils. Et on a Kader Sissoko, qui est avocat en droit social. Donc c'est une première avec nous en webinaire et qui va nous apporter un regard juridique également sur la prise de poste, on va dire, ou la prise de rôle des élus du CSE. Alors peut-être pour commencer, avant qu'on rentre un peu dans la thématique du webinaire, je vais rapidement présenter l'outil qu'on utilise. Donc pour ceux qui le découvrent pour la première fois, on est sur Livestorm. Donc sur la partie gauche de l'écran, vous avez donc les intervenants, la présentation. Et donc le support qu'on va faire défiler pendant tout ce webinaire. Et sur la partie droite, vous avez différents onglets. Donc vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez envoyer des petits messages, des bonjours, etc. Vous avez un onglet questions. Et donc je vous invite à mettre vos questions dans cet onglet questions plutôt que dans l'onglet chat, parce que ça permet de bien les identifier. Ça nous permet d'y répondre soit à l'écrit, soit directement en live. Et puis derrière, on pourra vous envoyer aussi les questions et les réponses. Donc c'est assez pratique. Et un onglet sondage, dans lequel nous, on a préparé quelques sondages et vous pourrez aller y répondre. Et l'idée derrière, c'est de vous partager sous forme d'infographie les réponses à ces sondages. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser un peu ces différents outils. Si jamais on ne répond pas à toutes les questions en live ou en direct, on s'est gardé un petit peu de temps à la fin de la présentation pour en discuter. Et si jamais il y en a qu'on ne couvre pas pendant le webinaire, vous inquiétez pas, on essaiera d'y répondre à l'écrit et d'envoyer derrière les réponses un peu à tous les participants. Donc voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, donc moi je m'appelle Arthur Reboul, je suis le CEO et cofondateur de Lito. Donc nous, Lito, qui on est? En fait, on est une jeune société qui a été fondée il y a 2 ans maintenant, qui accompagne les CSE et qui leur permet en fait, si vous voulez, d'œuvrer au bien-être et à la cohésion des salariés en leur faisant gagner énormément de temps. Et donc pour ça, on a créé plusieurs choses. D'un côté, on a créé un ensemble de ressources comme ce webinaire, des livres blancs, des articles, une communauté d'élus sur Slack et dont le lien vous sera partagé sur le chat, qui ont vocation à accompagner et à aider les élus, surtout les nouveaux élus dans leur mission, leur permettre de bien comprendre leur rôle. On est également accompagné d'experts, dont ceux qui y participent aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a créé le produit Lito, donc la plateforme qui est un outil de gestion à la fois complet et très simple à utiliser et qui permet aux élus de CSE de communiquer avec les salariés, de piloter leur budget et de proposer des avantages aux salariés. Et donc pour ça, si vous voulez, très rapidement, il y a différentes natures d'avantages qu'on vous permet de faire. Il y a ce qu'on appelle la subvention. Donc vous allez pouvoir rembourser, si vous voulez, les activités sociales et culturelles des salariés de façon complètement clé en main. Donc il n'y a aucune intervention de votre part, c'est automatisé. Vous allez pouvoir donner l'accès à un catalogue de réduction sur du cinéma, du parc d'attractions, mais aussi de la méditation, du sport, du yoga. Et vous allez pouvoir gérer toutes les activités de groupe des salariés directement sur la plateforme, donc que ce soit récupérer des inscriptions ou collecter des participations. Donc voilà, donc je vous invite à regarder Lito si jamais ça vous intéresse, on partagera le lien dans le chat, mais c'est pas du tout l'objectif de l'objet de ce webinaire. L'objet de ce webinaire, comme je le disais en introduction, c'est de parler du début du rôle de nouveaux élus, un peu de la prise de poste. Donc nous, dans notre travail Lito, on est amené à échanger avec beaucoup de CSE, beaucoup de nouveaux CSE. Et c'est des questions très récurrentes qu'on a d'élus qui nous disent, en fait, je sais pas exactement quelles sont les premières démarches à effectuer, je sais pas quel est mon rôle au début, je ne sais pas quel est mon devoir au début. Et donc, ce qui nous a poussé en fait à créer un peu ce webinaire, et dans lequel on va essayer de regarder, si vous voulez, la prise de fonction des nouveaux élus sous 2 aspects, à la fois un aspect juridique, parce qu'il y a des obligations à respecter, mais également un aspect organisationnel, en disant comment est-ce qu'on s'organise, quelles sont les démarches à effectuer, comment est-ce qu'on fonctionne en tant que nouveau CSE. Et donc c'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Alors il y a énormément de choses à dire, donc on va essayer de faire ça en 45 minutes. Pas sûr qu'on arrive à tout couvrir, mais on va faire au mieux. Et donc pour ça, on va regarder, si vous voulez, un peu différents aspects. Et une fois que j'aurai terminé sur cette page-là, je laisserai la parole à ceux qui sont bien plus experts que moi sur ce sujet-là. Et donc on va parler à la fois de la formation, qui est un point très très important pour les nouveaux élus, qui est comment est-ce qu'on se forme au début, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est conseillé. On va parler des liens à tisser à la fois en interne au sein de l'organisation, mais en externe, avec différentes administrations ou partenaires ou experts qui vont pouvoir vous accompagner.
On va parler de la façon de s'organiser au sein du CSE, les différentes façons de fonctionner en fonction un peu de la politique ou de la structure, si vous voulez, de l'équipe. On va parler des informations dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission. On va parler des premières réunions du CSE, qui est un sujet extrêmement important. Comment est-ce que ça commence, qui s'en occupe. Et on va parler ensuite un peu du calendrier social du CSE, donc les prochaines étapes, ça va vous donner un petit peu de visibilité sur ce qu'il y a à faire sur les 6 premiers mois, sur la première année. Donc voilà, donc un sujet assez vaste, extrêmement intéressant. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, on essaiera d'y répondre en live. Et voilà, et donc maintenant je laisse la parole à Julie sur la première partie. Ah, alors, tu es en mute, Julie. Pas de problème. Juste, je ne vois pas les diapos, donc j'ai mes ongles qui sèchent, mais je ne sais pas ce qui est présenté. Alors, tu es sur la première slide, oui. la slide 5. Voilà, l'information. Ok, pas de souci. Alors, on a effectivement réfléchi à déjà comment on appréhende son rôle sur les premiers temps de fonctionnement du CSE. La formation, ça s'impose comme une évidence. Mais curieusement, on a des élus qui n'arrivent pas à trouver forcément le temps au départ de se former et qui parfois ne sont pas formés au bout de plus d'1 an d'exercice. Alors la formation, c'est une formation qui devient obligatoire parce qu'elle s'impose à l'employeur, c'est-à-dire si vous la demandez, on ne peut pas vous la refuser. Alors après, on ne rentre pas dans le détail des conditions de mise en œuvre au niveau du délai, du calendrier, mais c'est un droit pour vous. Ensuite, cette formation, elle a deux cadres légaux. Il y a la formation économique et sociale. Celle-ci, elle est généralement financée par le CSE. Et la formation santé sécurité au travail. Alors l'avantage des formations, c'est que d'une part, ça vous donne un peu d'outils et de techniques pour effectivement savoir comment intervenir et quelles sont vos prérogatives. Ça vous donne le cadre de votre fonction. Et puis une chose importante qu'il faut, à mon avis, aussi identifier assez vite, c'est trouver les moyens de fonctionner. La formation vous aidera à trouver les moyens de fonctionner. Donc à la fois, elle vous donne une feuille de route, vous dire voilà, on balise un peu le terrain et on sait quels sont les attendus de la fonction et qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et en plus, on vous dit pour faire pour faire votre mission, il vous faut du temps, il vous faut des moyens de fonctionner, il vous faut des outils, il vous faut des partenaires, et c'est le moyen de les identifier via la formation. Voilà, donc plus un côté économique et social pour la formation. Effectivement sur la dimension économique et la formation santé et sécurité de travail sur l'analyse des risques. Kéder, je ne sais pas si tu veux compléter des choses à ce niveau-là. Tu es aussi en mute, comme moi. Alors, mon micro est activé, super. Donc, juste quelques propos complémentaires. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des nouveaux élus, enfin ceux pour lesquels c'est la première fois d'être élu en tant que représentant du personnel, et ceux qui ont déjà été auparavant délégués du personnel ou élus au CE. Donc, il y a 2 configurations dans le cadre de la formation. Pour ceux qui ont déjà eu à exercer des fonctions représentatives, le mieux, selon moi, alors aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, mais en tout cas, le mieux aurait été de se former avant la mise en place du CSE. Parce que juste avant la mise en place du CSE, vous avez ce qu'on appelle la négociation des accords sur le dialogue social et la mise en place du CSE. Donc, si on ne connaît pas l'institution, il est très difficile d'être dans un rapport de force équilibré avec la direction dans le cadre de ces négociations-là. Et pour les nouveaux élus, effectivement, la première chose à faire quand on est élu, c'est de se former d'abord parce qu'on vient découvrir une institution, on vient découvrir des nouvelles règles qui sont là depuis 2017. La première chose à faire, c'est d'abord de faire sa formation économique et après, parce que la formation en santé, sécurité et conditions de travail est là pour tous les élus, mais c'est encore plus important pour ceux qui vont être membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Donc, ce sont ces 2 propos complémentaires que je voulais rapporter à ce que Julie vient de dire. Et même quand il n'y a pas de commission, tous les élus doivent se former en santé au travail. Parce que absolument, tous les CSE n'ont pas de commission, c'est obligatoire à partir de 300 salariés. Et peut-être, Raphaël, de ton côté, sur le sujet de la formation, est-ce que tu as un peu un retour d'expérience à nous faire?
Ouais, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que là, on vient d'avoir un tout nouveau bureau depuis début d'année. Donc, le CSE d'Algolia, il date depuis 2018. Et on a fait des élections partielles au bout de 2 ans pour renouveler le bureau. Donc au tout début du CSE, on n'avait pas fait cette formation. On avait attendu 1 an à peu près avant de la faire. Et clairement, ça nous a ralenti, ça nous a un peu pénalisé de pas connaître tout ça. Et donc là, on vient d'en refaire une pour le nouveau bureau. Je conseillerais vraiment de la faire au plus tôt. C'est intéressant, ça permet d'éclaircir plein de concepts, de fonctions, de ce qu'il faut faire, de comment le faire. Surtout quand on débute et on connaît rien, c'est pas évident. Donc on se sent vraiment plus serein après la formation, même si en 2 jours on fait que égratigner le sujet, on peut vraiment pas rentrer dans tous les détails, mais c'est des bonnes bases. C'est aussi un peu lourd, honnêtement, comme formation. Il y a beaucoup de textes de loi, de choses obligatoires à faire, à respecter. C'est pas évident, mais ça permet d'être moins perdu quand on commence, d'avoir un semblant de structure pour débuter, c'est pas mal du tout. Merci. Donc effectivement, c'est un sujet qui est très très important, la formation, donc n'hésitez pas. on peut pas assez insister dessus, je pense. Donc je change de slide si tu veux, Julie. Je te tiens au courant des changements de slide. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Raphaël, on peut scinder la formation en 2 fois parce que c'est vrai que c'est intéressant de commencer par avoir un peu de contenu de connaissance, d'aller un petit peu sur le terrain et puis de revenir pour parfaire et pour poser des questions pratiques. Donc c'est possible ça de la scinder en deux temps. Alors sur les liens à tisser en interne, donc évidemment les rapports sociaux sont prédominants et c'est très important. Effectivement, d'y veiller à ce qu'il soit de bonne qualité. En tout cas, au départ, on est effectivement dans de bonnes dispositions pour fonctionner avec tous les partenaires sociaux. Donc, au niveau de la direction de l'entreprise, le président du CSE est incontournable. Quand il y a une CSSCT, le président ou la présidente de la CSSCT. Et puis, toutes les directions techniques et opérationnelles, on pense au RH. On peut penser aussi à des directions métiers qui sont un petit peu plus spécifiques parfois. Je ne sais pas, les systèmes d'information, par exemple. Enfin, on peut avoir des directions métiers qui sont incontournables selon votre secteur d'activité. Et les préventeurs, quand il y en a aussi, pour moi, c'est des personnes importantes. Alors, je regarde effectivement avec mes lunettes de préventeur, mais ça fait partie des interlocuteurs qu'on a dans l'action et pour réguler au quotidien sur les situations nouvelles qui se présentent. Entre les élus du CSE, donc on a une équipe qui se constitue. Alors, Kader complétera aussi sur d'autres aspects en termes de relations quand il y a plusieurs organisations syndicales et qu'il faut effectivement réfléchir aussi à sa manière de fonctionner. Mais au sein du CSE, qui est une équipe, il faut constituer cette équipe et la faire tourner. Donc, on détaillera après. Et la communication. La communication avec les salariés et entre élus et avec la direction, bien sûr, on aurait pu le rajouter. La communication, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on travaille dans son coin et qu'on ne fait pas connaître l'instance aux salariés, si on ne sait pas non plus comment aller rechercher les informations auprès des salariés, on peut se retrouver à fonctionner parfois en dehors de certaines réalités et on peut aussi avoir des circuits qui sont parallèles et qui ne passent pas par les élus. Donc, c'est très important déjà de comprendre quelles sont aussi les règles de communication parce qu'une instance ne peut pas communiquer comme une organisation syndicale, par exemple. Il y a des règles un peu particulières et puis, selon votre organisation, il peut y avoir effectivement des canaux à favoriser et ça fait partie des choses à poser au départ avec la direction, comment on communique avec les salariés, quels sont nos moyens pour le faire et on peut éventuellement l'introduire dans un règlement intérieur par exemple. Et là-dessus, Julie, est-ce que tu as des conseils particuliers ou des exemples de moyens de communiquer avec les salariés qui seraient simples, efficaces et rapides à mettre en place ? Alors, avec la digitalisation, on arrive à faire plus de choses, je pense. C'est de nouvelles modalités qu'on n'avait pas forcément quand on était sur des entreprises qui fonctionnaient sans tous ces outils. Donc là, on peut avoir des sites de communication, évidemment, Internet spécifique au CSE. On peut parfois utiliser la communication par mail, mais vous connaissez la problématique de surcharge des mails. Et puis, il faut se mettre d'accord sur les codes de communication. Toutes les entreprises n'autorisent pas à ce qu'on communique directement auprès des salariés.
Donc voilà, il faut effectivement en discuter. Je pense que le site CSE, ça peut être une bonne idée. Et en plus, on peut y mettre tous les PV, on peut y mettre toutes les traces du fonctionnement et les informations utiles aussi pour les élus pour se reconnaître. Alors, je passe à la slide suivante. Et chute, il est passé. Alors, en externe, les interlocuteurs externes, donc sur la partie santé au travail, il y a nécessairement le médecin du travail, il participe aux réunions de CSSCT, mais il participe aussi à toutes les réunions du CSE où on aborde un sujet santé au travail. Souvent, le médecin au travail, on ne contacte pas de manière informelle au départ. Je pense que c'est bien de se présenter et d'avoir déjà un relationnel avec lui dès le début du fonctionnement, sans attendre les alertes, sans attendre les difficultés, pour que chacun comprenne aussi ce qu'on peut échanger comme information, ce qu'on peut pas échanger. Le médecin, c'est le conseiller des salariés, c'est le conseiller des élus, c'est le conseiller de l'employeur. Donc, il faut déjà savoir l'utiliser dans ce rôle. Parfois, on peut lui poser des questions aussi purement médicales. Je dis un exemple en ce moment. On est sur le Covid. Le médecin, c'est un interlocuteur qui, pour moi, est incontournable dans cette situation-là. On peut lui demander son avis sur des mesures de prévention. Voilà. Donc, j'ai pas de souci, moi, pour que le CSE aille directement à la rencontre du médecin pour le questionner. L'inspecteur du travail, c'est un peu la même chose. Modulo les problématiques de charge de travail qu'ont effectivement les inspections du travail. Et puis, vous avez toute la partie expertise qu'on développera un petit peu plus tard. Mais les experts sont là aussi pour vous aider à vous organiser, sont là aussi pour vous aider sur le plan technique. Et parfois, ils peuvent aussi, sur certaines situations particulières, venir en renfort par rapport à une problématique de charge de travail pour traiter les dossiers. Parce que à la fois, vous pouvez être parfois en limite de compétences, mais parfois aussi en limite de moyens. Donc, dans les deux cas, l'expert, ça peut être une solution pour vous donner un coup de main, soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle. Si vous travaillez régulièrement avec votre expert, l'avantage, c'est quand vous avez besoin de lui sur un coup de bourre, il est présent, il vous connaît et c'est beaucoup plus facile pour se mettre tout de suite en action. Et peut-être là-dessus, une question qu'on a nous fréquemment, et peut-être que Raphaël, tu pourras aussi partager un peu ton expérience là-dessus, c'est comment est-ce qu'on trouve les bons, comment est-ce qu'on trouve les contacts déjà de ces différentes personnes et comment est-ce qu'on trouve les bons partenaires ou les bons experts? Est-ce que là-dessus il y a des conseils particuliers? On n'a pas eu affaire à des experts pour le moment. Par contre, on a souscrit à une aide juridique et ça, c'est quelque chose que je recommanderais vraiment, même au tout début d'un CSE. Ça permet d'avoir des juristes du droit du travail qui peuvent vraiment nous aider sur ces problématiques. Je pense que c'est nécessaire dans les outils d'un nouveau CSE. Ça donne des armes, des arguments pour discuter avec le CEO et le reste du CSE. Et ça permet d'aider et de nous donner un chemin quand on doit travailler avec des personnes qui ont des problèmes. C'est une aide extrêmement importante. Et ça coûte pas très cher. Comment trouver ça, je sais pas, mais et pour les autres experts, j'ai pas non plus de réponse. Alors, pour notre partie, je pense que de toute façon, on est sur du droit social et évidemment, il faut un avocat, un juriste et droit social. Donc, Kader complétera sur ce point-là. Et sur les experts, donc les experts sur la partie comptable, en théorie, tout expert comptable pourrait effectivement assister à un CSE, mais tous les experts ne connaissent pas la spécificité de fonctionnement du CSE. Donc, il faut vraiment s'adresser à un expert comptable qui a l'habitude de travailler avec des CSE. Bon, là, c'est de bouche à oreille, hein, si déjà vous n'avez pas d'entrée particulière. Et autrement, vous les questionnez sur quels qu'ils ont comme pratique aux côtés des CSE. Et au niveau des experts agréés, donc tout ce qui est expert aussi habilité dans la nouvelle version Code du travail, là, vous avez une liste. Et donc, c'est déjà des experts qui doivent être agréés. Et ensuite, vous pouvez aussi un petit peu vous renseigner pour savoir quelles sont leurs spécialités. Vous les questionnez sur leurs clients, vous les questionnez sur leurs spécialités éventuelles, sur leur taille, si c'est un critère physique important, etc. Alors, il y a une question qui nous est… Ah, pardon, allez-y.
Ah, bon. Juste pour compléter les propos de Julie et de Raphaël sur ce sujet, mais je vais peut-être revenir un peu en arrière sur les relations à tisser en interne par rapport aux modalités de communication. Communiquer parce que la problématique se pose souvent de savoir est-ce qu'il faut communiquer aux salariés puisqu'ils souvent ils n'ont pas le temps de lire tout le contenu des PV des CSE. C'est tellement long que même des fois les experts ont du mal à tout lire. Des fois, aujourd'hui, les réunions des CSE durent une journée et en une journée, des fois, on reçoit des PV de 60 pages à 100 pages. La bonne pratique consiste à faire ce qu'on appelle des relevés de décision. Vous prenez un extrait des PV qui peuvent intéresser les salariés de prime abord sous forme de relevés de flash d'informations que vous pouvez diffuser. Maintenant, que ce soit Facebook ou autre, ça, Julie ou Raphaël pourra mieux vous indiquer que moi, mais ça, c'est très pratique. Maintenant, sur les experts, alors, il y a plusieurs façons de tisser les relations avec les experts. Et j'ai répondu sur ce qui a été dit, c'est que mieux vaut en avoir dès le début pour que l'expert puisse connaître votre mode de fonctionnement, parce que quand un sujet, une problématique va être posée à l'expert, il faut qu'il puisse y répondre de manière technique, mais aussi de manière adaptée à votre logique de fonctionnement et à la culture d'entreprise. Pour que l'expert puisse s'en imprégner, il faut qu'il soit en contact avec vous de manière, je ne dirais pas récurrente, mais en tout cas, qu'ils vous connaissent, qu'ils connaissent vos logiques de fonctionnement pour pouvoir répondre de façon efficiente à vos demandes. Que ce soit l'expert comptable, l'avocat ou un autre expert technique en santé, sécurité et conditions de travail, cet aspect est très, très important. Comment les avoir? Vous avez plusieurs façons de le faire. Certains passent par l'ère centrale syndicale qui ont des partenariats avec plusieurs experts. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Parce que un bon expert n'est pas forcément celui qui a une connaissance technique, mais celui qui a une connaissance plus ou moins adaptée au monde, aux relations sociales et au dialogue social. Voilà. Très bien. Merci pour le complément sur ce point-là. Pour continuer peut-être un petit peu la présentation, le sujet d'après qui vient et qui est un sujet très important. Donc, on a parlé de la formation, on a parlé effectivement des liens en interne et des liens en externe, avec tous les différents éléments qui viennent d'être partagés. Un des sujets très très importants aussi et qui vient souvent, c'est comment est-ce qu'on organise un petit peu le CSE. Alors ça peut dépendre aussi un peu de la taille du CSE. Ça va dépendre de différentes choses. Donc c'est un des sujets importants en tout cas sur lequel on reçoit nous beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on doit fonctionner, comment est-ce qu'on s'organise entre nous. Sur cet aspect organisation, donc c'est primordial parce qu'en fait, si on est débordé et si on n'a pas de balise, on peut vite être coulé parce que la fonction est sans fin en fait. C'est la difficulté. Donc oui, c'est vrai. Voilà, on peut toujours apprendre. Et puis on est tellement, il y a tellement de sujets qui arrivent sur la table, de plus en plus d'ailleurs, qu'on peut vite se noyer. Donc plusieurs choses. Bien sûr, il faut, je pense, un peu se spécialiser sans être complètement novice sur d'autres sujets. Évidemment, il faut un minimum de base de formation, mais après, il faut se spécialiser. Alors, pour se spécialiser, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une équipe de CSE. Si elle peut être constituée de membres qui eux-mêmes sont représentatifs de l'ensemble des services, c'est pas plus mal. Parce que moi, quand un sujet est sur la table, ça permet d'avoir déjà une idée de la question. Quand il y a des sujets qui sont abordés qui concernent des services où personne n'est représenté, parfois, on peut ne pas se rendre compte de l'importance du projet, par exemple, pour ce service. Et passer, donc ça revient après en boomerang avec des alertes, avec d'autres problématiques si on n'a pas agi en prévention. Donc ça, c'est un premier point, c'est une bonne pratique qui existait souvent dans les CE, CHSCT. Si on peut la reconduire en CSE, représenter l'ensemble des services de l'entreprise. Ensuite, on peut se spécialiser un peu plus économique et social ou un peu plus santé au travail. S'il n'y a pas de commission santé au travail, s'il n'y a pas de commission éco, on est obligé un petit peu de réorganiser notre travail, un peu comme quand il y a des commissions, tout simplement pour limiter la charge, pour l'équilibrer et pour essayer de trouver un mode de fonctionnement, et même en réunion pour aussi venir en relais, parce qu'il y a vraiment cette problématique de charge. Cette charge, elle est psychologique aussi, il y a une charge réelle de travail, mais il y a une charge aussi émotionnelle parfois. Donc, il faut être capable de se relayer
Et évidemment, non, de jouer aussi les binômes, parce que voilà, donc c'est là où c'est un peu compliqué, mais ça demande quand même une vraie réflexion là-dessus. Dégager les moyens pour travailler sur les dossiers, c'est aussi souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a des CSE qui n'ont pas identifié quelles étaient leurs ressources en mode de temps, d'heures de délégation. C'est essentiel parce que si on fait toutes ces réunions à la pause déjeuner avec un sandwich, au bout d'un moment, on explose, quoi. Donc, il faut quand même, à un moment donné, aménager des plages de travail régulières et dégager ce temps. Ça suppose, il faut le rendre visible ce temps, parce que si on le rend invisible, de la même façon, on continue à avoir des objectifs à titre personnel qui sont toujours les mêmes, qui ne sont pas revus, et ça pose souci. À un moment donné, on n'y arrive pas. On se met en difficulté sur sa fonction. Ça, on peut aussi être défaillant sur sa fonction, ne pas être satisfait sur ce qu'on fait en tant qu'élu. Donc, il faut vraiment poser ça. Quels sont mes moyens et comment mes objectifs personnels sont aménagés en tenant compte de la charge de ma fonction. Voilà. Ça, c'est un point, c'est une précaution essentielle. Et après, évidemment, c'est du travail, c'est de l'organisation du travail au sein d'équipe. Il faut savoir prioriser, suivre ses plans d'action, parce que souvent, on se rend compte qu'on fait plein de choses et puis il n'y a rien qui suit les actions. Donc, plutôt que de remettre un sujet 10 fois sur la table en réunion et d'avoir l'impression de ne pas avancer, on peut avoir des systèmes de fichiers, alors Excel, moi je suis à l'ancienne, hein, mais où on suit ses actions et on se dit là, on l'a abordé à telle réunion, on a une réponse, on n'a pas de réponse, qui était chargé de répondre, et un petit peu marquer comme ça l'avancement avec des suites de plans d'action. Sinon, on a l'impression effectivement qu'on tourne en rond parfois. Enfin, voilà, c'est des pratiques qu'on a souvent rencontrées. Organiser la déconnexion, c'est essentiel aussi, sauf que parfois on a des organisations qui tournent tout le temps. Donc, est-ce qu'il faut avoir un téléphone qu'on se passe les uns les autres et en disant moi je suis off ce week-end, voilà, ça aussi ça fait partie des bonnes pratiques. Et puis prévenir la charge émotionnelle, parce que une des raisons aussi des risques de burn-out pour les élus, parce que c'est un risque réel, c'est qu'on a aussi la question de la souffrance des salariés à prendre en charge et qu'il faut être capable de gérer ça. Donc ça prend pas forcément, je pense que ça prend pas forcément, parce que si on a enchaîné plusieurs entretiens avec des salariés qui allaient mal, au bout d'un moment ça déborde et soi-même on n'est pas très bien. Donc ça, il faut l'appréhender, il faut l'identifier, parce que ça arrivera un jour ou l'autre, qu'il y ait une situation pas facile à gérer et tout ça va remonter. Donc, faut savoir s'entraîner dans ces situations, et puis il faut savoir aussi connaître la limite de ses compétences et de gérer, mais au bout d'un moment de savoir passer le relais à d'autres acteurs, médecins ou autres. Oui. Ouais, clairement, on n'a jamais le temps, on a toujours une tonne de travail sur le côté. J'aurais bien aimé avoir ce conseil au tout début du CSE. On l'avait pas fait au début, on vient de le mettre en place avec le nouveau bureau là début d'année. Je vois clairement l'intérêt et la différence d'avoir fait ces spécialisations entre les membres du CSE. Ils sont beaucoup plus dynamiques et engagés, et la charge de travail est mieux répartie entre nous. Juste pour exemple, nous, ce qu'on a mis en place chez Algolia, on a divisé ça en 4 pôles: trésorerie, événements et bénéfices, donc les soirées, les sorties, les litos par exemple, un pôle people, RH en gros, et un autre pôle consultation, où là on va s'occuper de toutes les grandes questions et les règlements, les nouvelles choses qui arrivent dans la boîte. Et par pôle, on a mis un leader, c'est plutôt une personne par défaut qui va s'occuper des sujets qui arrivent. Et si on fait pas ça, au final, on passe à côté, ou alors c'est toujours la même personne qui va se retaper tous les sujets. Il y a pas de restriction, tout le monde peut partager et participer à tous ces pôles, mais au moins il y a un leader pour chaque, et ça fait vraiment avancer les choses dans le bon sens. Ah, c'est super intéressant. Et est-ce que un des points que disait Julie en introduction, qui était l'idéal, c'est de représenter un peu tous les, on va dire, les corps de métier entre guillemets de l'entreprise. Est-ce que c'est le cas chez Algolia, ou si c'est pas le cas, comment est-ce que vous faites en sorte de récupérer un peu les retours de tout le monde? C'était pas le cas dans le premier CSE, où il y avait que des ingénieurs et des anciens d'Algolia, donc c'était un seul département qui représentait toute la boîte.
Malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes lors des élections pour représenter tout le monde. Donc, on a bien insisté sur ce point-là lors des nouvelles élections partielles qu'on a faites. Et aujourd'hui, on a effectivement plus de diversité, des managers et des niveaux plus bas, des départements marketing, des sales et un peu tout le monde. Donc, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Et en termes d'aller chercher l'info, ouais, c'est important de... faut pas oublier qu'on représente les employés, donc c'est pas seulement donner son point de vue en tant que membre, mais aller chercher l'info et voir, sentir le pouls de toute la boîte. Et parfois, on a des surprises. On se rend compte qu'en fait, la boîte pense différemment de ce que nous, entre nous, membres du CSE, on pensait. Donc, c'est super important d'aller choper l'info directement aux employés. Kader, vous alliez dire quelque chose également? Oui, oui. Alors, juste en termes de charge de travail, parce que effectivement, Julie a insisté là-dessus, c'est très important. Si vous ne mettez pas en place une organisation et une spécialisation par corps de métier ou par thématique, les seules personnes qui s'en occupent vont être très rapidement débordées. Et des fois, j'ai eu l'expérience très, très récemment, en plein confinement, l'élu, une déléguée syndicale qui portait tout le fardeau sur elle et qui n'a pas eu le temps ou alors ils n'ont pas eu l'intelligence de répartir la charge de travail avec l'équipe. Un beau matin, elle a complètement craqué. Et un risque psychosocial, hein. Donc, elle n'y arrivait plus entre exercer son travail et supporter toutes les thématiques en CSE, elle a craqué. Donc, c'est très important, mais surtout parce que comme le CSE reprend toutes les prérogatives des anciennes institutions personnelles, CHSCT et CE, si on ne le fait pas rapidement et que ça soit bien réparti, on oublie certaines prérogatives qui ne vont pas être exercées pendant une bonne partie du mandat. Ça, je trouve ça un peu dommage pour les salariés. Voilà. Ouais, effectivement, ça, je pense que c'est un sujet. C'est pas la première fois qu'effectivement on en entend parler, et je pense que l'approche proposée par, en tout cas décrite par Raphaël, qui est celle mise en place dans le CSE d'Algolia, me semble être une approche effectivement assez pertinente de répartir les sujets. Il y a des obligations, je pense, quand on atteint une certaine taille, d'avoir certaines commissions. Mais même avant ça, c'est déjà assez intéressant de se répartir les rôles, les sujets, pour s'assurer que ce soit pas toujours la même personne qui récupère tout, comme ça peut être le cas dans certains CSE qu'on a pu voir. Un sujet, maintenant on passe à un sujet qui suit celui de l'organisation, qui est celui autour. Alors. La réunion des informations utiles à l'exercice des attributions, ça vient en complément de tout ce qu'on a dit ce matin. Hein. Vous êtes nouveaux élus, que vous soyez nouveaux élus ou d'ailleurs anciens délégués du personnel ou élus ECE, à la création du CSE, il faut avoir les outils de travail. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, quand on n'a pas les outils de travail, c'est vrai qu'on navigue un peu dans le vide. Les outils de travail, pour moi, ce sont les informations dont vous avez besoin en début de mandat pour pouvoir exercer vos prérogatives. Et ces informations-là, c'est l'archive, donc l'archive des anciennes institutions, les usages en vigueur et aussi les accords d'entreprise. Parce que vous travaillez avec des outils juridiques et économiques qu'il faut avoir en main dès le début de mandat. Les usages et les archives, comment on les a, c'est d'un consultant, je ne dirais pas surtout la mandature précédente, mais en tout cas en consultant les registres de la dernière année d'exercice des anciennes IRP, le registre des questions d'épée et des réponses apportées par l'employeur, les PV d'enquête ou les PV de réunion des CSSCT, la synthèse des PV de dernière réunion du CE. En les fouillettant et en les synthétisant, vous pouvez faire ce qu'on appelle une cartographie de la pratique des relations sociales dans l'entreprise. C'est un bon outil pour démarrer, en tout cas pour faire un état des lieux. Ensuite, pour exercer vos prérogatives, il faut avoir tous les accords. J'ai l'expérience avec des clients qui, à chaque fois qu'une question se pose, on est obligé de leur demander « Est-ce que vous avez tel ou tel accord? Est-ce que vous avez tel ou tel accord ?» Et ça, on vous posera des questions pendant tout votre mandat, pendant 4 ans. C'est un gain de temps assez important que de les avoir dès le début du mandat.
et d'autant plus que l'employeur est dans l'obligation de vous les fournir quand vous le demandez. Ça, c'est pour une question pratique. Maintenant, sur un plan purement juridique, vous savez que depuis les ordonnances de 2017, tous les usages et pratiques d'entreprise en termes de relations sociales vont prendre fin soit au 31 décembre 2019, soit avec la mise en place du CSE. Donc, il est important de savoir, quand vous entrez en fonction, quels sont les droits qui ont été maintenus ou pas. Si vous ne le posez pas, si l'entreprise ne vous dit pas à un instant T, ben, ce sont tels ou tels accords qui sont applicables dans l'entreprise. En termes de sécurité juridique, il y a un peu de mal par la suite. Voilà, je ne sais pas si Julie a d'autres choses à rajouter ou Raphaël, mais pour moi, c'est très important ces deux points. Je peux que confirmer effectivement la nécessité de connaître un peu c'est un peu le code de la route en fait pour pouvoir conduire son mandat quoi. Si on n'a pas le cadre des accords, on peut passer carrément à côté de certains sujets. Donc ça c'est très important et en plus c'est d'autant plus important que maintenant on a pas mal d'accords qui permettent de déroger aux dispositions supplétives. Et c'est la nouveauté, effectivement, avec le CSE. Raphaël, je te laisse compléter éventuellement. Non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Ok. Alors, peut-être une question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on récupère ces différentes informations? Est-ce qu'on se tourne vers la direction? Est-ce qu'on tourne vers les ressources humaines? Est-ce qu'on demande toutes ces informations dès le début du mandat? Est-ce qu'on les demande un peu au fur et à mesure? Quel serait le conseil là-dessus? Vous avez normalement, la plupart des accords doivent être sur la base des données économiques et sociales. Mais le souci qui se présente, ou en tout cas les constats que nous faisons en pratique, c'est que la plupart des BDS ne sont pas conformes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complets. Ça arrive pas une seule fois, mais beaucoup de fois. Non. La meilleure pratique consiste à poser la question à l'employeur en plein CSE, est-ce que vous pouvez nous donner le listing de tous les accords applicables dans l'entreprise? Faites un petit courrier, même en off. Des fois, les DRH n'y pensent pas parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Vous faites une petite demande gentille, ils vous apportent, si ce n'est pas tous les accords en tout cas, le listing de tous les accords. Certaines entreprises mettent les accords sur l'intranet. Il y a un onglet spécifique dans certaines boîtes où ils mettent tous les accords applicables sur l'intranet. D'autres peuvent vous dire d'aller consulter au niveau de telle ou telle direction. Mais en tout cas, l'outil électronique me semble être un bon moyen de communication. Mais le moment de le faire, c'est de demander très rapidement, même en première réunion ou les premières réunions des CSE, de vous communiquer un listing de tous les accords et l'endroit où vous pouvez les trouver. Et je pense que c'est aussi important de faire une passation avec l'ancien CSE et de garder des relations pour ne pas perdre de l'information. Donc oui, il y a toute la partie outils et technique, mais aussi le réseau avec l'ancien CSE qui est important, je pense. Alors, donc on a vu le sujet de la formation, on a vu le sujet de l'organisation du CSE, on a vu le sujet des informations à recueillir quand on démarre, on va dire, le nouveau mandat. Maintenant, on arrive sur un peu ce qui suit ça et qui est un point, je pense, extrêmement important, qui est les premières réunions du CSE, qui est un peu le moment officiel après les élections où le CSE prend corps et va rentrer dans ses premières fonctions. Donc ça, c'est des questions qu'on a très souvent, c'est qui doit organiser la première réunion, de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les sujets abordés, quelles sont les premières choses à décider en tant qu'élu de CSE. Donc je pense que là, il y a quelques learnings intéressants à tirer de cette section-là également. Oui, effectivement, c'est des questions qui sont posées et d'ailleurs qui continuent à être posées même après la mise en place de certains CSE. C'est pour ça que moi, je ne mets pas la première réunion, mais je mets les premières réunions parce que tout ce qu'on doit faire en première réunion, rares sont les entreprises qui ont pu le faire. Et donc, les sujets ont été répartis comme ça à toutes les premières réunions de l'année concernée parce qu'on n'a pas pu traiter tous les sujets
que en pratique ou en tout cas juridiquement on doit traiter. Donc, qu'est-ce qui a dit? La première réunion est organisée, la première est organisée par le président du CSE, puisque par définition, vous venez d'être élu, il n'y a pas encore de bureau, il n'y a pas de secrétaire, mais il est conseillé quand même de désigner un secrétaire de séance. En général, on le sait, après les élections, nous avons la photographie politique, donc on connaît plus ou moins le pressenti secrétaire qui va prendre la fonction. Si vous le connaissez, c'est peut-être mieux de le désigner en tant que secrétaire de séance pour qu'il continue par la suite son travail. Mais en tout cas, il faut qu'on désigne en début de séance quelqu'un ou le suggérer au président qui juridiquement a le pouvoir sur cette première réunion. C'est quoi l'ordre du jour de cette première réunion? L'ordre du jour est assez simple. Vous allez désigner le bureau. Je pense que c'est le cas pour ceux qui sont déjà en CSE. Vous allez désigner les différentes commissions qui sont obligatoires ou facultatives. Vous allez désigner, si c'est important, le référent, ce qu'on appelle aujourd'hui le référent harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Je ne sais pas si certains l'ont déjà fait, mais c'est un interlocuteur très important aujourd'hui dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et pour les RPS aussi. Donc, le président va vous communiquer ce qu'on appelle, et ce que je disais précédemment, les bonnes pratiques et les modalités de fonctionnement du CSE. Parce que vous n'avez pas encore le nouveau règlement, le règlement intérieur qui va réguler votre mode de fonctionnement. Donc, c'est le président qui va vous dire, en tout cas pour cette réunion-là, ça va être ça la règle. Et vous allez peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est pas évident, vous allez peut-être adopter le nouveau règlement intérieur du CSE. Mais à mon avis, pourrait une question de pratique, à mon avis, mieux vous décaler ce point-là à l'ordre du jour de la prochaine réunion, quand vous aurez déjà constitué votre nouveau bureau, quand vous aurez déjà un début de fonctionnement, d'adopter le règlement intérieur par la suite. Ce sont ces différents points qu'on évoque en première réunion. Ensuite, les autres réunions qui vont suivre, pour moi, le schéma est d'abord constitution du bureau avec toute la constitution des commissions. Ensuite, on adopte le nouveau règlement intérieur. Et là, le bureau est en place, vous êtes en capacité de collecter les demandes des uns et des autres pour les inclure dans le nouveau règlement intérieur qui permettra de régler votre mode de fonctionnement. Et effectivement, et ça, les ordonnances de 2017 disent qu'il faut organiser le transfert de patrimoine entre CE et CSE. En principe, ça doit être fait à la première réunion, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas évident de le faire. Et donc, ce point aussi est décalé en général à l'ordre du jour des réunions qui suivent. Mais c'est un point important, à mon avis, à traiter dès la deuxième réunion. Parce que si les CSE ne délibèrent pas là-dessus, l'insécurité juridique est très importante dans la mesure où des fois, vous avez des contrats qui vont se révéler en fonctionnant pendant votre première année de fonctionnement alors que vous n'en aviez pas connaissance au début. C'est quelque chose qui a mis très mal à l'aise certains secrétaires en disant je n'avais pas connaissance de ce prestataire-là ou de ce contrat-là et aujourd'hui, il vient de m'envoyer une facture. Donc, il est important dès les premières réunions de dire, comme vous l'avez fait pour les accords, que l'ancien bureau vous donne un listing des engagements en cours, un listing des contrats en cours, et vous adopterez la continuité de ces contrats-là dans le cadre d'une délibération. Et ensuite vient la question de la transmission des comptes. Est-ce qu'il faut donner quitus ou pas? Parce que l'ancien expert comptable doit vous présenter les comptes du CE que le CSE, juridiquement, ne va pas pouvoir adopter en tant qu'institution, puisque le CE aurait dû le faire lors de sa dernière réunion. Est-ce que vous êtes en capacité juridique de donner quitus à l'ancien bureau? Moi, la réponse que je fais à mes clients, c'est non. C'est non. Mais vous prenez acte quand même de la présentation de ces comptes-là que vous devez avoir pour votre continuité et pour la transition.
Mais le quitus, donner quitus à l'ancien bureau et à l'expert comptable du CE me semble assez dangereux sur le plan juridique. Voilà, je ne sais pas si Raphaël ou Julie a des propos complémentaires. Pas tellement, parce que pour le CSE d'Algolia, c'était un nouveau CSE, donc c'était nouveau pour tout le monde, pour le CSE et aussi pour le président. Donc la première réunion était pas si importante pour nous, puisqu'on découvrait, donc on mettait en place qu'est-ce qu'on autorise la visio, qui prend des notes, etc. Donc je pense que les réunions suivantes étaient beaucoup plus intéressantes. Peut-être un point que je voudrais appuyer, c'est plutôt sur l'ordre du jour, qui, pour moi, on passe au début assez facilement par-dessus. Et je conseillerais d'être le plus descriptif possible, de poser un maximum de questions très précises dans l'ordre du jour, et d'éviter juste des thèmes à aborder. Et ça permet à l'employeur de rechercher les réponses et la data avant. Et les meetings ensuite se passent beaucoup mieux. On rentre dans les détails, on a des réponses précises et claires. Et ça évite les débats, les brainstorming en pleine session CSE. Je pense que ça, c'est un des learnings qu'on a eu au cours du CSE, de vraiment bien préparer l'ordre du jour et d'être le plus précis possible. C'est un très bon point. Ouais. Alors, je vois que ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Donc, peut-être pour accélérer un peu, Kader, Julie et Raphaël, pour essayer de couvrir les derniers points, comme ça fait déjà 45 minutes. Je propose de passer à un point très complémentaire à celui qu'on vient d'évoquer, qui est celui sur la composition du bureau et des commissions. Donc, vous l'évoquiez juste avant, Kader, comme étant un des sujets des premières réunions. Alors, la composition du bureau et des commissions. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails concernant les différentes commissions qu'il faut mettre en place ou pas. Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais aussi de vos besoins. Surtout sur le mode de composition. Moi, j'ai défini ce qu'on appelle le mode consensuel ou le mode politique. Il est traditionnel que l'organisation syndicale qui est aux affaires prennent tout. Enfin, il est traditionnel, c'est pas le cas chez tout le monde, mais en général, ce qu'on voit, c'est que nous sommes aux affaires, donc on prend tout le pouvoir. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça dépend de la réalité de l'entreprise, mais je ne trouve pas que ce soit aussi pertinent que ça sur le plan gestion du CSE. Parce que si les autres organisations syndicales ne sont pas associées au fonctionnement et à la définition de l'ordre du jour ou des sujets qui sont traités, le fonctionnement est très lourd et très compliqué, puisqu'ils font venir toujours en réunion dans l'impréparation parce que les sujets ne sont pas portés à l'ordre du jour, ou alors ils n'ont pas assisté aux travaux préparatoires, parce que vous avez le droit souvent, en fonction de vos accords, de faire des réunions préparatoires. Et donc, ça fait rallonger non seulement les réunions, mais aussi ça met du brouillon dans le fonctionnement du CSE. Donc, la bonne pratique consiste à associer dans la composition des commissions au moins un représentant de chaque organisation syndicale pour qu'ils suivent le traitement des dossiers, mais aussi qu'ils participent à la définition de l'ordre du jour pour avoir une certaine fluidité de l'information dans le CSE, mais aussi pour être des relais utiles, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez plus de délégués du personnel, sauf ceux qui ont des représentants de proximité. Donc, pour être des relais, puisque chaque élu est censé être le relais entre les salariés, ou en tout cas la partie des salariés qu'il représente et les CSE. Donc, vous aurez un relais de chacun et du coup, la possibilité de prendre en compte les aspirations de tous les corps de métier est beaucoup plus élargie dans ce mode de fonctionnement. Vas-y, Julie. Oui, non, pour compléter, j'adhère complètement au principe qu'il faut, même si on n'est pas de la même organisation syndicale, essayer de travailler d'une manière collective. Et je pense que les réunions préparatoires sont essentielles pour réguler sur tous les désaccords et puis obtenir sur certains sujets une forme
une forme un petit peu de position du CSE. Alors c'est pas forcément toujours, tout le monde ne sera pas toujours d'accord sur tout, mais au moins pour ce sujet-là, on en discute, on en débat en préparatoire et on essaie de trouver de position. Vaut mieux fonctionner comme ça parce que si effectivement on ne tient pas compte de l'avis de tous, ça va repartir, ça va revenir en boomerang encore une fois parce qu'il y a des possibilités. Une organisation syndicale qui a des revendications pourra à l'occasion poser des droits d'alerte, des dangers graves imminents. Enfin, il y aura d'autres outils qui amèneront à des situations de blocage parfois qui sont souvent évitables. Donc, alors je dis pas que le DGI n'est pas nécessaire, mais je veux dire c'est des outils qui sont parfois utilisés pour faire valoir son avis, son point de vue, parce qu'on n'est pas entendu dans le mode de fonctionnement habituel du CSE. Donc même si on a des positions différentes, il faut effectivement veiller à ce que chaque organisation puisse s'exprimer. Et alors, pour conclure, peut-être, pour couvrir le dernier point assez rapidement, comme je vois que ça fait déjà quelques temps qu'on discute. Donc, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait, je pense, faire un webinaire d'environ 10 heures, voire de une semaine sur le début du CSE. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des formations. Mais peut-être le dernier point qu'on peut couvrir assez rapidement, Kader, qui est celui du calendrier social, donc qui suit en fait un peu les premières réunions, mais c'est qui va couvrir un peu tous les différents sujets à traiter dans l'année. Oui, effectivement. Désolé si on est un peu bavard. C'est vrai que les sujets sont importants, donc c'est difficile de les dire en 2-3 mots. Alors, le calendrier social, on va pas parler du calendrier social proprement dit, parce que effectivement là-dessus aussi on peut passer toute la journée. Je vais insister sur les quelques points, les quelques armes qu'il faut avoir pour avoir un bon calendrier social, mais surtout pour avoir une bonne prévisibilité de votre fonctionnement pendant la première année en tout cas. Il y a 2 accords qui sont importants sur lesquels je vais insister. C'est l'accord de méthode et l'accord des calendriers. Parce que aujourd'hui, la loi vous dit que vous avez des rendez-vous annuels, pluriannuels à respecter, des rendez-vous mensuels en fonction de votre taille. Soit vous vous réunissez chaque mois, soit vous vous réunissez chaque 2 mois. Sur la santé, sécurité et conditions de travail, il faut au moins 4 réunions dans l'année. Vous avez un rendez-vous annuel sur les NAO. Vous avez un rendez-vous triennal sur la GPSC. Bon. Une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Parce que, alors, en termes d'expertise aussi, vous avez des rendez-vous annuels d'expertise, donc pour les expertises en tout cas récurrentes. Comment fait-on? La bonne pratique, c'est dire, bon, on respecte la loi, mais elle n'est pas toujours facile à respecter. Et surtout, on se rend compte que la direction peut vous mener en bateau pendant toute l'année, en tout cas, sur certains sujets, notamment sur les expertises. Parce que pour que vous puissiez nommer un expert, il faut qu'on ouvre la consultation. Si vous n'avez pas de prévisibilité là-dessus, puisque les expertises vont vous aider non seulement pour l'exercice des attributions économiques, mais surtout pour les NAO, pour que vous puissiez avoir les informations utiles pour négocier avec la direction. Donc, si on n'ouvre pas les expertises à temps utile pour que vous travaillez vraiment bien avec votre expert, des fois, vous venez à un NAO avec rien du tout, ou alors, en tout cas, avec uniquement des revendications sur les salaires. Or, il y a un panel d'informations à traiter. Donc, l'accord de méthode et l'accord des calendriers sont 2 accords qui vous permettent de prévoir ces rendez-vous-là, de les réguler et de dire quelles sont les bonnes pratiques, aussi bien côté direction qu'organisation syndicale, pour fixer les ordres du jour des CSE en termes d'expertise, en termes de négociation collective, mais aussi adapter les dispositions légales, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositions qu'on appelle des dispositions supplétives de volonté, qui ne vous est pas imposées, mais à défaut d'accord,
la loi vous impose ce que vous devez faire. Donc, c'est à vous, vous avez les armes à main, c'est à vous d'adapter le fonctionnement, votre fonctionnement, c'est à vous d'adapter les textes des lois à vos besoins. Donc, ces deux accords vont vous permettre de le faire sur le plan calendrier de négociation et calendrier de fonctionnement. Voilà. Et peut-être pour conclure là-dessus, de votre côté, Raphaël, comment est-ce que vous avez travaillé un petit peu dessus? Non, pas vraiment. Alors, on s'est mis d'accord sur un calendrier, on fait des réunions tous les 2 mois et on a prévu les consultations obligatoires, mais on n'a pas creusé plus que ça. Ben, c'est intéressant et comme ça permet de voir que effectivement il y a ce qui est l'idéal, c'est ce qui est décrit ici par Kader, c'est vraiment de rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a à faire. Potentiellement, ça prend un peu du temps, ça demande un peu d'énergie, donc il y a sans doute un juste milieu à trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez planifier, et je pense que ça tout le monde va acquiescer, plus vous planifierez à l'avance, plus ce sera clair et précis, et plus vous aurez de la visibilité sur ce qu'il y aura à traiter dans les mois, dans les semaines qui viennent. Écoutez, on a couvert à peu près tous les différents sujets qu'on voulait traiter pendant la présentation, pas tous ceux qu'on aurait aimé traiter sur le sujet du démarrage du CSE, parce qu'il y en a, comme on l'a dit à peu près 15 fois, il y en a énormément et c'est une phase qui est très intéressante. Peut-être pour conclure, donc je vois qu'on a répondu à une bonne partie des questions qui ont été posées dans l'onglet. N'oubliez pas qu'il y a l'onglet sondage dans lequel vous pouvez apporter quelques réponses. Apporter des réponses aux sondages qui ont été pré-renseignés. Kader, Julie, est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion? Est-ce qu'il y a un petit point que vous voudriez aborder pour conclure la présentation? Pas particulièrement, je pense que oui. Après c'est une discussion qui peut se poursuivre effectivement assez longuement parce qu'il y a autant d'expériences et autant de bonnes pratiques. J'aurais tendance à dire, il est toujours temps en plus de récupérer un peu les choses qui n'ont pas été faites. Vous pourrez pas être à 100% bon sur tout. Il faut déjà pas avoir peur de mal faire parfois, mais il y a toujours possibilité effectivement de rattraper des situations. Et si la première année on fait pas tout bien, on fera mieux la seconde. Voilà. Donc je pense qu'il faut assez pas se prendre la tête sur ce principe-là. Hein. La charge est lourde, mais voilà, on progresse d'année en année. Donc, pour conclure, moi, je dirais que c'est une phrase que j'aime bien répéter aux gens. Vous n'êtes pas des sprinteurs, mais vous êtes des marathoniens. Ça veut dire que c'est pas une course de vitesse. Il faut pas se dire que la première année ou les premiers mois, je vais répondre et satisfaire tous les salariés. C'est vraiment de poser ses bases, d'avoir les bons outils pour travailler. Et de poser les bonnes actions au bon moment. Les salariés, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de voir dans la durée l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc, si on se met à se dire, bon, aujourd'hui, je vais agir au coup par coup pour les satisfaire, demain, aujourd'hui, après-demain, on n'y arrivera pas. Donc, ça, on fait du sprint pour aller dans une direction qu'on ne connaît pas. Donc, soyez des marathoniens. Et les armes à main, vous avez 4 ans pour avoir des résultats. Eh bien, il n'y a rien qui presse, mais il faut agir en sûreté. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci Julie, Kader et Raphaël pour vos conseils, vos retours d'expérience. C'était vraiment très très intéressant. Je remercie à tous ceux qui ont participé ou qui ont suivi, écouté ce webinaire. Donc, vous pourrez le retrouver en replay. On vous enverra également par écrit on vous enverra la présentation et ainsi que les questions-réponses et les résultats des sondages. Donc, merci à tous et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire dont la date et le lien ont été partagés dans le chat. Merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.